Bonjour à tous, merci de venir à cette session un samedi matin consacrée au prélèvement d'organes et à la transplantation. Je vous rappelle les règles, vous avez 10 minutes par présentation, votre présentation plus la discussion. Plus vous serez bavard, moins vous aurez de questions. Et en tout état de cause, jamais plus que 10 minutes. Les choses étant posées ainsi, j'appelle Catherine Vernet d'Annecy pour le don M3 et les risques psychologiques des proches. Donc, je vais vous faire un retour sur l'étude de l'impact psychologique de la procédure M3 sur les proches de donneurs d'organes. C'est une étude qui a été initiée dans un centre pilote, le centre Annecy-Genevois. On avait pour objectif d'évaluer l'impact psychologique sur les proches de la décision datée suivie de l'abord du don. On avait aussi l'intuition qu'il y aurait des questionnements éthiques. Donc, on voulait recenser les questionnements éthiques des proches. Du côté de l'ambiguïté de l'intention médicale, c'est ce qu'on avait imaginé avant de commencer le protocole, et puis évaluer leur fréquence. Donc c'est la totalité de l'équipe qui a été engagée dans ce travail. La méthode, c'est une méthode prospective. Ça a été conduite par la psychologue clinicienne de la coordination, donc moi, monocentrique. On a travaillé de janvier 2015 à décembre 2021 avec une inclusion systématiquement associée au recensement M3. Et puis, il y a 2 temps majeurs dans ce protocole, au cours de l'hospitalisation, et puis 1 mois après le décès du patient. Et c'est une étude qui est uniquement qualitative. Alors, les 2 temps forts, il y a un entretien psychologique systématique qui a lieu après l'entretien à bord des proches et avant la mise en œuvre de la LATA. Donc moi, je suis complètement abstinente par rapport à la question du oui ou du non. J'interviens pas à ce moment-là. C'est un cadre groupal, je reçois les familles entières. Ce sont des entretiens qui durent en général, ça dépend du nombre de proches, mais qui durent en général 1h30, c'est assez long. Dans ma perspective, c'est un espace supplémentaire et neutre de parole avec 2 objectifs thérapeutiques, parce que j'essaie d'aller du côté de la cohésion du groupe et de l'apaisement des proches, et puis préventif, parce que moi, ça me permet d'observer quels sont les proches qui sont le plus en difficulté. Et ensuite, 1 mois après la procédure, c'est ce 2e temps, c'est un cadre individuel, c'est un rappel téléphonique qui est là individuel. L'appel, il est prévu, il dure en moyenne 45 minutes. Je n'ai pas utilisé d'outils standardisés. Les critères d'évaluation de cet appel, c'est la pertinence du délai de rappel, la compréhension des étapes de la procédure, décision collégiale, et puis plus ou moins le déroulement de la procédure de don, selon qu'il y en a eu ou pas. Le vécu des différents proches, le recensement et la qualification des besoins des proches, des besoins de soins. Je voulais aussi voir si c'était lié à la procédure ou pas. Et puis, c'était déjà pas mal. Donc, sur la période, il y a 74 dossiers qui ont été recensés, 69 inclusions dans l'étude, 5 qui n'ont pas été incluses. Donc, du côté du bras des positionnements favorables, il y a 55 positionnements favorables rapportés ou construits. Il faut savoir qu'il y a quand même 23 abords spontanés. Quand je vous dis abords spontanés, c'est avant même que la décision d'arrêt des thérapeutiques soit prise en réanimation. Les proches viennent voir l'équipe et disent « il était positionné favorablement, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ça a donné lieu à 49 entretiens et il y a 149 proches qui ont été recontactés. Du côté des refus, il y a eu 17 refus, 7 refus du vivant rapportés et puis 10 refus des proches. Le contexte n'a pas permis d'eux. Donc ça a donné lieu à 14 entretiens famille et 34 proches recontactés. Ce qu'on peut dire, c'est que 100% des proches sont sensibles au rappel. Je me suis jamais fait jeter au téléphone. Que pour 90%, le délai de rappel, il est pertinent. 1 mois, c'est le moment où il y a moins de manifestations de l'entourage et il y a un petit peu un creux. Il y a 69% qui ont une bonne compréhension de la décision de l'arrêt des thérapeutiques et de la procédure de don. Très spontanément, à 82%, les gens évoquent l'humanité de la prise en charge en réanimation. Ils disent que ça produit un effet d'apaisement pour le deuil à venir. 35% se questionnent, c'est beaucoup, se questionnent sur la durée de temps prise pour décider de la décision d'arrêt des thérapeutiques. Ils trouvent que c'est trop long et ça majeure la détresse. Il y a 0 questionnement éthique rapporté par les 183 proches que j'ai entendus. Donc sur les 183 proches, il y a 30%, ça fait 55 personnes qui ont exprimé des besoins d'être accompagnées. Alors 19, c'est des simples consultations où c'est vraiment un lien téléphonique. Souvent, c'est des conseils liés à l'accompagnement des jeunes enfants.
Il y a eu 28 suivis inférieurs à 3 mois. Donc là, on est vraiment de la psychoéducation sur le processus du deuil. Les gens, ils ont besoin de se rassurer. Et il y a eu 8 suivis supérieurs à 6 mois. Et là, on est plutôt dans du suivi de deuil parce que difficultés rapportées dans l'élaboration du deuil. Les gens n'établissent pas de lien entre le don, mais plutôt avec une perte indépassable. C'est le patient jeune, c'est la mort inattendue ou brutale. Du côté de la branche des refus, alors il y a eu 22 proches recontactés. Alors ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'il y a 9 proches qui expriment des regrets plus ou moins intenses par rapport à la décision. Et ça concerne 5 donneurs. Et là, si on va un petit peu plus loin, il y en a 2 pour lesquels il n'y a pas eu de consensus familial. On n'a pas réussi à mettre les proches en accord autour d'une décision qui aurait été la décision acceptable. Il y a 3 refus réactionnels au contexte, donc c'est la mort brutale, c'est des séjours qui sont inférieurs à 4 jours, c'est trop violent. Et on a eu un refus d'abord et après un accord secondaire au cornet. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose peut-être en termes d'accompagnement qui pourrait faire bouger les choses. Bon, du coup, comme il faut aller vite, la procédure de DACEM 3, on peut dire que c'est une temporalité qui est compatible avec le cheminement des proches par rapport à la mort encéphalique et pour nous, à Annecy, on fait du DACEM 2 encore plus. Les proches, quand je rencontre, ils sont endeuillés. La durée moyenne de séjour, elle est de 10,2 jours. Il y a 23 abords spontanés, donc on voit bien que c'est en faveur du cheminement des gens. C'est différent dans la mort encéphalique, je viens vous le dire, parce que dans la mort encéphalique et le DACEM 2, j'ai souvent des gens sidérés qui ont du coup une difficulté à réfléchir. Le taux de refus sur la période, il est de 24%, il est potentiellement améliorable, je pense, par le biais d'un accompagnement psychologique très précoce et très ajusté aux problématiques. On a le sentiment en accompagnant les proches quand ils sont sur des conflits, on va pouvoir améliorer plus ou moins 5 donneurs. Les proches, ils acceptent et ils comprennent la décision d'arrêt des thérapeutiques, mais 35% trouvent trop long. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup remonté. Pour nous, il y a eu un arrêt de procédure sur une dame qui était positionnée favorablement. C'était très clair, mais pour les proches, c'était trop long. On a arrêté la procédure. Le lexique de l'échec, avec la question de la durée jusqu'à l'arrêt circulatoire, à bannir complètement. On a eu 3 hors délai et un décès avant le don d'organes. Les proches, ils réfèrent ça à leurs proches. Il n'y a pas du tout de question d'échec. Nous, dans nos têtes de soignants, l'échec par rapport à l'organe qui est noble, pour eux, ils nous disent c'est son dernier clin d'œil. En fait, il ne voulait pas. Et puis, en fait, il est donneur parce qu'il donne ses tissus. Donc, le lexique de l'échec dans la préparation avec vos familles, dans le protocole M3, bannissez-le. C'est un lexique de soignant. Pas besoin de soins psychologiques spécifiquement liés à la procédure de don rapporté. Ça, vraiment, c'est zéro. Aucun questionnement éthique rapporté par les 183 proches. L'accompagnement du patient par les proches jusqu'à l'arrêt du cœur, je vous dirais qu'il y a une représentation sociale de la mort. Pour le tout venant, la mort, c'est l'arrêt du cœur. Donc, pour les proches, c'est quand même un facteur qui permet une meilleure intégration, acceptation. Il y a 47 familles qui étaient présentes sur les 74. C'est une procédure qui offre la possibilité aux proches de penser quelque chose autour de la ritualité. Et puis, ça permet aussi aux soignants de travailler ça avec les proches et de se récupérer par rapport au vécu un peu de tension éthique pour eux. Aucune difficulté rencontrée pour faire sortir les proches au moment du décès. Aucune. Zéro. On avait imaginé. Et on se dit qu'il y a quand même, ça nous donne le signe qu'il y a une bonne compréhension de la procédure et des contraintes techniques. Les gens, ils ont bien entendu ce qu'on leur dit. Alors, les limites de cette étude, c'est qu'elle est uniquement qualitative, qu'elle est polarisée sur le vécu des proches. Ça montre qu'il n'y a pas de questionnement éthique. En revanche, ce travail liminaire, on a vraiment mis le focus sur le M3 dans notre service. On était centre pilote. On s'est rendu compte qu'il y a d'énormes tensions éthiques chez les soignants. Énormes. Donc, ces tensions, elles peuvent être modélisées un peu comme ça. Il y a, pour l'équipe de réanimation, une tension qui s'exerce entre l'intentionnalité qui est tournée vers le patient et du côté de l'accompagnement fin de vie, le processus de fin de vie. Et ça, les soignants de réanimation savent très bien faire. Et puis, il y a la finalité qui tourne du côté de la société, du côté de la technicité, de la préservation des organes et avec le fantasme d'une dérive un peu utilitariste. Et cette tension-là, malgré le protocole national et l'étanchéité des filières, qui est quand même un repère très important, une balise, mais dans la tête du réanimateur, ce clivage, il n'est pas totalement étanche. Donc, ça peut faire vivre des choses compliquées. Et les soignants, ils ont des stratégies. Il y a un très beau texte qui a été écrit par Mathieu Ledor sur les stratégies utilisées par les soignants dans le cadre du M3. Et puis, il y a une étude en cours, c'est CARE M3, qui va affiner ces premières tendances que je vous livre aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Une petite question courte, parce qu'on est juste dans les temps. Oui, Marie-Virginie. Alors, vous avez montré qu'il y a un fort pourcentage de familles qui n'ont pas bien compris la procédure de M3. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris exactement? C'était 80%, je crois. Non, je vais revenir en arrière. Non, les gens, ils comprennent bien. Hein. 82% qui évoquent l'humanité de la prise en charge. Non, les gens comprennent assez bien. Donc 69%, ça veut dire 30% de gens qui n'ont pas bien compris? Ou pour lesquels c'est pas si important que ça. Parce que moi, j'ai pas été dans mes entretiens vraiment chercher les choses. C'est des entretiens qui sont très spontanés. Donc moi, je récupère ce qui m'a spontanément été rapporté. D'accord. Il y a une limite majeure de votre travail, c'est qu'il est monocentrique. Ah oui. Et que les familles qui trouvent que c'est génial, qu'elles ont été très bien prises en charge, etc., c'est peut-être lié au fait que l'équipe est très motivée, qu'elle les prend très très bien pris en charge. Enfin, l'extension à d'autres centres, je pense que ça serait très important. Ce qui m'est souvent dit, c'est aussi qu'une psychologue à 80% à la coordination, c'est juste à Annecy. Il n'y en a pas... 80% de temps dédié. 80% de temps dédié, c'est pas mal, oui. Je ne suis pas sûr que toutes les coordinations aient une psychologue. Non, bien sûr que non. Loin de là, je pense. Mais c'est une bonne façon d'obtenir une psychologue parce qu'il y a des crédits fléchés pour. Je te conseille. Nous, on en a une. Pour le M3, c'est vraiment, il y a des choses fléchées pour le M3. Et pour la mort encéphalique. Merci beaucoup. Merci.